Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Décrassage. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons évoquer la gestion de la carrière et surtout, nous allons évoquer le corps à l'épreuve de la blessure. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un invité particulier qui s'appelle Amine Linganzi, qui a été joueur professionnel à l'AS Saint-Étienne, au Blackburn Rovers et aussi à Portsmouth. Et donc, je suis en compagnie de Joël et de Jérémy sur le plateau. Moi, pour ma part, je n'ai pas eu le malheur d'être gravement blessé, comme ça a été le cas pour Amine. Et vous, les gars, qu'en est-il? Est-ce que vous avez connu une grave blessure ou pas? Ou avez-vous été, aussi chanceux que moi? Non, pas de blessure, longue pour ma part, c'est plus maintenant avec C'est les ça, avec les ouais, c'est années. ça, ouais, OK. On est sur le même on est sur la même longueur d'onde. Moi aussi maintenant là, dès que je recommence un peu, dès que je veux recommencer, ma volonté veut, mais mon corps ne suit plus. D'accord. Donc Bon, dur. on est tous au même point là, pour le coup, là, nous qui sommes quadragénaires. Très bien. Merci Amine d'être parmi nous. Bienvenue à toi. Je voudrais d'abord te poser une première question. Et je voulais savoir si tu étais d'accord pour dire que la blessure changeait l'athlète et peut-être l'individu aussi. Je vais dire oui, mais tout dépend de ton état d'esprit. C'est comme si tu as perdu ton match, tu rentres à la maison et parce que tu as perdu ton match, tu boudes avec madame. Je pense qu'à un moment, quand tu te blesses souvent, euh, tant que ton cœur n'est pas blessé, je pense que c'est le plus important. Pour moi, je vois le cœur comme le moteur d'une voiture en fait. Donc si le moteur d'une voiture est endommagé, les pneus servent à rien. Donc pour moi, le plus important, ce qui doit être guéri, c'est le cœur. Même si le corps va mal, tant que le cœur va bien, je pense que c'est le plus important. Donc vraiment, on doit avoir cet état d'esprit, voilà, de penser que oui, les blessures peuvent changer un homme pour le bien comme pour le mal, mais tout dépend de ton état d'esprit. D'accord. Et penses-tu notamment qu'en tant que sportif de haut niveau, on est trop sujet justement à ce type d'émotion et au fait que l'on concentre uniquement nos regards sur la blessure et pas vraiment de manière globale sur qui nous sommes en fait? Oui, parce que je pense que nos émotions nous font fixer le regard sur les circonstances. Au moment où tu es blessé, tu remets, on va dire, toute ta vie en question. C'est la blessure. Faut savoir que dans le sport en général, quand tu es blessé une semaine, voire 2 semaines, c'est comme si tu es blessé 2 ans. Tu as l'impression que pour revenir, c'est extrêmement compliqué, premièrement. Deuxièmement, quand tu reviens de blessure, euh, c'est de se dire, est-ce que tu as toujours confiance en toi? Parce que ça peut être extrêmement compliqué, les retours, surtout quand tu es blessé, ben, quelqu'un d'autre prend ta place. Donc il faut que tu ailles chercher cette force justement pour revenir au niveau. Et parfois pour certains joueurs, c'est pas facile. Amine, on va pas se mentir, on va aller dans le vif du sujet. On est sur la gestion de carrière et la gestion de son corps. Tu as démarré très jeune en professionnel à Saint-Étienne. Tu signes à 18 ans, je crois, ou 20 ans au Blackburn Rovers. Et entre 2008 et 2012, tu as joué 8 matchs professionnels. Ça a été des années de galère, des années chaotiques, liées à des problèmes de pubalgie. Et comment t'expliques ça et que ces blessures t'ont suivi jusqu'à la fin de ta carrière en 2019-2020? Euh, Mon cœur allait très mal. J'ai subi des choses très graves dans mon enfance. Ça m'a suivi tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière. C'était très compliqué au début de ma carrière dans le sens où, on va dire, de 18 à 23 ans, j'avais une pubalgie, voilà, voilà, comme on vous le dit, elle a duré 5 ans. Le docteur de Blackburn et de Saint-Étienne avait décidé de ne pas m'opérer quand j'avais 20 ans.
Donc, ce qui fait que j'ai traîné cette blessure jusqu'à ce que un jour, ben, je me déchire l'adducteur. Je me fais opérer 3 fois. Donc, à 21, 22 ans, on va dire, c'est pas le début de carrière que tu souhaites. Ça a été des moments extrêmement difficiles où, voire même, tu te blesses, tu pleures, tu vas dans le vestiaire, tu appelles ton agent et ton agent te dit ne t'inquiète pas, je te rappelle, et il ne te rappelle jamais. Donc, le début de carrière a été extrêmement compliqué. Et cette pubalgie, est-ce que tu dirais que c'est parce que ça a été maltraité durant tes années de formation? Est-ce que ça a été une surcharge de travail? Comment expliquer finalement que ça dure aussi longtemps et que ça nuise à tes débuts en professionnel finalement? J'ai énormément de respect pour le docteur qui s'appelle Tarak Bouzabia à Saint-Etienne. Pour moi, c'est pas un docteur, c'était comme un père pour moi, c'est un ami. Voilà, il a fait tout son possible, comme le docteur à Blackburn. Mais je pense que ça aurait été mieux de me faire opérer le plus tôt possible. Parce que ça a traîné extrêmement longtemps. Il faut savoir que quand tu as entre 18 et 20 ans, tu ne connais pas vraiment ton corps. Donc c'est très compliqué d'expliquer comment tu te sens. Et la pubalgie, c'est très vicieux. Parce que le lundi, t'es bien, le mardi, t'es pas bien. Le mercredi, t'es bien et le jeudi, t'es pas bien. Donc c'était émotionnellement extrêmement compliqué. Et avec ton retour, avec ce que tu viens d'apporter, est-ce que, enfin, maintenant avec le regard que tu as, est-ce que tu penses que tu avais pris assez conscience de l'importance de ton corps comme outil de travail, notamment dans tes jeunes années lorsque tu as commencé à démarrer en tant que joueur professionnel? Pas du tout. Pas du tout. Je comprenais pas que mon corps était comme une voiture. Il fallait que je fasse des contrôles techniques, il fallait que j'en prenne soin. J'avais pas conscience de ça. Malheureusement, j'avais pas l'entourage à mes débuts pour me dire ça. Mes agents me voyaient directement comme un produit. Qu'est-ce que tu vaux aujourd'hui? Ils n'allaient pas se soucier de mes blessures parce que j'étais jeune. Faut savoir que voilà, à l'époque, je fais toujours un 1m89, mais je faisais à peu près 88 kilos. J'étais un beau bébé. Sauf qu'on se fixait sur mon corps extérieur, mais c'est mon corps intérieur qui était vraiment, vraiment endommagé. Et j'ai vu les podologues, j'ai vu les ostéos, j'ai vu tout le monde, mais ça n'a pas suffi. Euh, Forcément, moins de soirées, moins de ci, moins de ça, j'ai tout fait, mais ça n'a pas empêché autant pour que je me blesse, quoi. Justement, tu parles de ton corps intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout à l'heure, tu as dit que tu avais vécu des choses graves avant. Est-ce que toi, tu relis vraiment ce qui se passe dans ton corps intérieur, dans ton être intérieur, et la manière dont ça transparaît dans ton corps extérieur, on va dire? Oui, à 100%. Moi, je pense que quand ton cœur est affecté, ça agit sur ton corps, tout simplement. Hmm. Même au niveau des émotions, aujourd'hui, moi, là, j'ai connu des tragédies dans ma famille, que ce soit la mort de mon père, que ce soit la mort de mon frère. C'est des chocs quand tu as 15 ans et 23 ans qui sont violents. Donc, c'est comment tu gères tes émotions par rapport à ça. Dans le monde du football, euh, c'est pas important. Tout ça, c'est pour ça que justement en fin de carrière, j'ai décidé d'être dans la préparation mentale, justement parce que quand je vois maintenant les jeunes derrière moi, c'est comment eux ils gèrent ces traumatismes-là, quoi, tout simplement. Pour toi, ça a impacté le fait, ces deuils-là, ça a impacté ton physique? Ça a impacté mon physique, ça a impacté ma relation avec ma famille, ça a impacté mon couple, ça a impacté ma relation avec mon enfant. Et sur cette question du deuil, comment tu as été accompagné dans le club? Est-ce que tu as pu participer aux obsèques à chaque fois? Est-ce que tu as pu voir des psychologues? Bon là, je pourrais parler des aumôniers, mais je sais que ça existe en Angleterre. En France, c'est un peu plus problématique. Mais est-ce que tu as pu à un moment être accompagné dans le club? Comment ils ont pris en considération ça?
Au décès de mon père, j'étais au centre d'information de Cannes, pour préciser si c'est intéressant. Euh, Pas du tout. C'était compliqué. Euh, je suis en cours, on m'appelle, je rentre sur Aix, je vois tout le monde qui pleure, c'est la crise. Donc les choses se passent, je vois mon père. Quand je reviens à Cannes, on joue contre l'OM, donc et ils font 1 minute de silence pour mon père. Et ça a été la seule chose, on va dire, qui a été là. Mais mon deuil, je l'ai pas fait à 15 ans. Mon deuil, je l'ai fait beaucoup plus tard que ça. Pendant Hmm. toute ma carrière, j'avais ce syndrome que j'appelle papa outé. Hmm. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, tu es en train de dire, t'es en train de dire que finalement, les clubs dans lesquels tu as été n'ont pas été aussi participatifs comme tu l'aurais souhaité, comme ça pourrait être le cas, par exemple, pour des joueurs qui sont déjà établis pros et à qui, généralement, on laisse un délai particulier pour qu'ils puissent accompagner la famille, justement. C'est vrai que c'est une très bonne. C'est vrai que c'est bien d'en parler. Euh, Avec le recul, je pense qu'il aurait été sage de consulter quelqu'un. Je pense. Après, je suis d'une culture africaine. Le mot psychologue n'existe pas chez nous. On est d'accord. Euh, mais ce qui est important aussi, voilà, moi j'ai une famille qui est chrétienne et que la question du deuil, c'était est-ce que eux-mêmes aussi ont fait leur deuil? C'était vraiment tabou à l'époque, c'était très compliqué. Mais je pense que avec le recul aujourd'hui, si on peut accompagner des joueurs qui passent par un décès, je pense que c'est très important parce que le footballeur, pour moi, est vraiment, vraiment mis de côté aujourd'hui. Tu as l'argent, ta femme est belle, tu as une grande maison, ta voiture est belle, ça veut dire que forcément tu es heureux. Ouais, tu veux dire l'humain qui se cache derrière le footballeur est mis de côté. Et donc là, quelque part, sans jeter la pierre à l'entraîneur et au staff à Cannes, mais est-ce que tu vois vraiment qu'il y avait une déficience d'accompagnement, de savoir comment tu allais à ce moment-là, un régime adapté dans les entraînements? On a attendu la même chose de toi, que ton père soit là ou pas, quoi. Non, il y a rien eu. Pour tout le respect que j'ai pour mon ancien entraîneur, Monsieur Farid Tabé, il n'y a rien eu. Non, il y a rien eu. Je suis reparti à l'entraînement comme si de rien n'était, centre de formation, et on continue, quoi. Comment est-ce que tu analyses ça? Parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'être devin pour se rendre compte que le fait de passer par ces épreuves-là, ça a un impact sur ta performance physique, peut-être sur des blessures que tu peux développer. Pourquoi est-ce que, à ton avis, il n'y a pas une prise de conscience un peu des clubs? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne s'occupent pas comme ça de joueurs qui passent par ces épreuves-là? Parce que c'est dans leur intérêt finalement de bien s'occuper pour qu'il y ait une performance derrière. Hmm. En France, on est en retard à ce sujet-là, en fait. Parce que c'est quelque chose aux États-Unis et en Angleterre qui est assez développé. Hmm. Malheureusement, je pense qu'en France, on est vraiment un peu en retard sur ce sujet-là, où la psychologie, on va dire de façon mondaine, l'intelligence, on va dire émotionnelle, ça ne s'apprend pas dans les centres de formation, ni quand tu es au niveau, on va dire CFA réserve. On ne nous parle pas de ça. C'est qu'est-ce que tu vaux aujourd'hui. On n'a pas le temps pour gérer tes émotions. C'est pas notre travail. Notre travail, il est technique, tactique. Il n'est pas psychologique. Hmm. Donc j'ai eu cette chance d'avoir une préparatrice mentale, Cécile Traverse, qui est la femme de Jean-Marc Furlan. Ouais. Voilà, j'ai eu une préparatrice mentale Oui, oui. à Saint-Étienne. Voilà. Mais c'était l'une des très rares personnes qu'il y avait
Et là, j'avais 17 ans, donc il y a des années quand même. Mais il y a pas de soutien psychologique. Non, il n'y a pas. Merci Amine pour ton témoignage qui montre que quelque part, lorsque le corps est à l'épreuve des blessures, de la blessure, pardon, il y a aussi d'autres éléments qui entrent en compte. Et c'est pour ça que l'on va parler d'une chronique qui s'appelle Les Jérémiettes, qui va être introduite par Jérémy et qui va notamment axer un petit peu plus sur le corps de manière plus ou moins humoristique, en tout cas détachée. Alors, humoristique, je sais pas. Râleur, ça c'est sûr. En tout Ça cas. c'est vrai. J'ai intitulé ma chronique Corps défaillant, corps de vaillant. Aujourd'hui, on parle de gestion du corps ensemble et je peux pas m'empêcher de penser aux laissés pour compte, à ceux qui n'ont pas le corps qu'il faut, à ceux que le corps a lamentablement lâché. Et comme d'habitude, ça me fait un petit peu râler. Ça me fait râler parce qu'on a tous en tête ce pote qui mange comme quatre mais qui grossit jamais, qui s'empiffre de tout ce qui se passe, de sucreries, soda, biscuits apéro, pardon, fast-food à gogo, même clope après clope. Et puis, on est d'accord que ça tient un temps, mais plus l'âge avance et plus les gars risquent de galérer. Mais quand même, sur le moment, ces quelques années sont bien frustrantes pour ceux qui, comme moi, craquent une fois au kebab du coin et sont confondus avec le ballon l'entraînement suivant. Alors, vous savez tous, je suis le premier concerné par ce corps défaillant. Je suis passé à ça d'une carrière de haut niveau, hein, les gars. À ça, vraiment. Si j'avais pas eu cet amour de la bouffe combiné à une génétique approximative, mais bon, c'est comme ça. La nature est injuste. Je l'ai déjà dit dans une chronique précédente, moi je respecte énormément ceux qui ont réussi à atteindre le haut niveau sans avoir le corps qu'il fallait. Les petits, les potelés, les maigrichons, ces corps atypiques qui ont dû se battre toute leur carrière contre les stéréotypes ou les lendemains de fête. Et puis il y a aussi les blessures dont on parle, les blessures injustes quand elles viennent d'un adversaire, alors plus rarement d'un partenaire, pour les coéquipiers un peu traîtres ou maladroits, mais celles qui sont suffisamment graves pour mettre un terme à une carrière. Il y a les petites blessures aussi, justement, les récurrentes, celles qui montrent une certaine fragilité musculaire ou osseuse et qui permettent pas à des joueurs d'exprimer leur plein potentiel. Celles qu'on soigne, qu'on traite, qu'on essaye d'éradiquer grâce à une bonne hygiène, mais qui continuent de nous pourrir la vie. On a plein d'exemples en tête. Pour moi, l'exemple le plus significatif, c'est un footballeur comme Abou Diaby qui est complètement passé à côté de sa carrière à cause de toute cette avalanche de blessures. Alors forcément, quand ça arrive à Neymar ou à Ronaldinho, qui ont une vie bien chargée en excès et en fête, comme beaucoup de Brésiliens d'ailleurs, hop, une petite semelle sur la cheville au passage, ben ça nous fait un petit peu sourire, on se dit que quelque part, ils l'ont bien mérité. Mais quand ça arrive à quelqu'un qui prend soin de son corps, qui a une vraie discipline de vie et qui pourtant se blesse tout le temps, là, ça continue de me faire râler. Dans ce triptyque corps, âme et esprit dont Amine parlait, on se rend compte que le corps est très souvent prioritaire sur tout le reste. Ça paraît logique, on parle de sport, le corps reste l'outil de travail principal de tous ces athlètes qu'on admire, mais je peux vous dire que dans la majorité des cas, derrière tous ces corps défaillants qui ont réussi, on trouve des corps de vaillants, d'athlètes qui ne se sont jamais laissés faire, qui se sont battus envers et contre tout, contre leur entourage, leurs entraîneurs, les médias, leurs kilos en trop, leurs tendons récalcitrants ou leurs muscles fragiles. Ils ont sacrifié pour le meilleur et pour le pire bien plus que tous ceux que la nature a dotés d'un corps génétiquement parfait et qui découvriront sûrement le revers de la médaille au cours de leur après-carrière. Ces vaillants, pour moi, ils méritent le plus grand respect et beaucoup plus d'admiration que les abdos de Cristiano Ronaldo. Merci infiniment, Jérémy, pour cette chronique décalée. Merci d'avoir évoqué ces corps de vaillants, de courageux. Amine, nous allons revenir vers toi. Tout simplement, on va pointer un moment particulier qui est la blessure en elle-même. Donc, elle arrive. Est-ce que dans ton esprit, peut-être soit quand tu étais jeune ou peut-être quand tu as avancé un petit peu plus dans ta carrière professionnelle, est-ce que tu t'es remis en question sur la manière dont tu as tenté d'éviter la blessure? Est-ce que tu estimes avoir tout mis en œuvre pour justement éviter d'être autant blessé? Non. Euh, Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens sur la Terre, ils ont des peurs énormes. Et ce qui est fou, c'est que ils ont peur de quelque chose et la peur arrive. Toute ma carrière, c'est-à-dire de 18 à 30 ans, il faut savoir que j'ai pas fait une saison sans blessure. J'ai pas fait une saison sans blessure. Ok?
j'ai beaucoup aimé ce que Jérémy a dit, voire même blessure physique. Et pour terminer le tout, j'ai pris un tacle. Donc ma dernière blessure, c'est rupture des ligaments internes, externes, arrachement osseux. Fini. Ok? Ça, tu peux pas le prévoir. Ouais. D'accord. Mais les blessures musculaires que j'ai eues, faut savoir que pendant des années, je jouais avec une peur de me blesser à chaque match. Et à chaque fois que j'avais peur de me blesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je courais pas comme je devais courir. Je jouais toujours à 30%. J'ai joué à 30% pendant une dizaine d'années. Et malheureusement, des personnes le voyaient dans l'engagement que je mettais sur les matchs. Parce que j'avais peur d'accélérer, j'avais peur de tout donner dans un match. Et je pense que il fallait que quelqu'un m'aide justement à gérer ça. Parce que ça se gère, tout simplement. Mais comment as-tu fait pour composer avec tout ça? Parce que moi, personnellement, je me dis, mais c'est impossible de jouer avec le frein à main. Mais je veux dire, justement, ton corps, à ce moment-là, est obligé de se manifester et pas forcément de la meilleure des manières. En fait, si on me pose la question, Amine, comment ça se fait que t'as persévéré, on va dire ça comme ça, c'est parce que j'ai toujours cru en mes qualités, en mes capacités. C'est-à-dire que même si je jouais en 4e, voire en 5e division, dans mon mindset, j'étais toujours un joueur de première ligue, que tu le veuilles ou non. C'est ça qui m'a permis de continuer à performer, peu importe les conséquences. C'est-à-dire que à un match, à un échauffement, je me fais une déchirure du quadriceps, je me fais 4 cm. J'ai quand même joué le match. Sauf que, pour vous dire, c'est que je joue le match, le lendemain, mon agent m'appelle, j'ai une offre d'un club, sauf que le club apprend que je suis blessé, je passe le scanner, 3 mois d'arrêt. Et c'était ma dernière chance de monter en Championship, voire même peut-être en Premier League. À ce moment où, quand c'est arrivé, j'ai dit, pour moi, le très haut niveau, c'est fini. Mais ça a été des moments compliqués, mais je me réjouis de mes souffrances aujourd'hui. C'est vrai que c'est souvent des événements malheureux que l'on ne programme absolument pas et qui peuvent heurter vous qui êtes athlète de haut niveau. Là, nous allons passer au speed dating de Joël, qui va axer sa chronique sur le fait de vivre ce temps de coupure différemment. Merci Amine pour le partage de ton expérience, de ton retour sur ces années aussi de blessures. C'est vrai qu'on voit clairement, et un petit peu pour rebondir sur la jérémiade, qu'on n'a pas toute la grande image de ce qui se cache aussi derrière des blessures, et que souvent on réduit le sportif à un corps et on ne voit pas le lien qu'il y a aussi quand il souffre dans son âme, l'impact d'un deuil, la gestion des émotions qui sont enfouies et qui finalement rejaillissent sur le corps, puisqu'on dit bien dans sa tête, bien dans ses baskets. C'est pas pour rien que ce dicton existe, et souvent dans le sport de haut niveau, on a oublié la notion d'accompagnement, l'accompagnement psychologique en fonction des cultures, comme tu l'as dit, où ça peut être aussi tabou, un aveu de faiblesse. Et on voit que ces dernières années, de plus en plus de sportifs témoignent ouvertement de leur relation avec des psychologues, mais aussi avec des aumôniers. Comment ils les ont aidés à réfléchir sur le sens de la vie. Et la difficulté quand on est sportif, finalement, ce que je te disais, et ce que je peux savoir aussi de toi, de ce que tu as témoigné dans plusieurs livres comme Plus que vainqueur ou Victoire éternelle, qui sont des recueils de témoignages de sportifs, il peut y avoir un cercle vicieux où
on cherche à compenser cette blessure corporelle en recherchant des pics de dopamine, des formes d'adrénaline qu'on recherche dans des addictions comme l'alcool, comme des formes de drogue aussi qui peuvent être prises, ou l'addiction au jeu. Au casino, toutes ces choses-là, qui finalement rajoutent une pression supplémentaire parce qu'on y laisse des plumes et qui engendrent de plus en plus de détérioration sur le corps, mais parce que finalement, on ne traite pas le vrai problème, c'est la question de notre âme, de comment va notre âme. Alors, je laisse deux interpellations qu'on retrouve dans la Bible, où c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, l'un des plus proches disciples de Jésus, qui dira comment cette salutation, où il invitera à voir la santé de son collaborateur à qui il écrit, qu'elle puisse prospérer, ainsi que son âme. Et puis, on sait bien, mais ça peut être difficile quand on est jeune et qu'on vit ça à 18 ans, comme tu l'as dit, à 23 ans aussi, de prendre ces paroles de Paul qui dit « Voilà, nous ne perdons pas courage ». Et combien du courage il t'en a fallu pour rejoindre la chronique de Jérémie, de vaillants héros. Même si notre être extérieur se détruit, ou se détériore, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire éternelle. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ma réflexion est la suivante: quand on a des coups de blues, des coups de mou dans notre corps, notre réflexe est de chercher des substituts ailleurs qui finalement ne vont pas nourrir notre âme, mais vont la détériorer et la détruire et vont engendrer finalement des futures blessures sur notre corps, et ça continuera ainsi de suite, ainsi de suite. Ma question pour toi, Amine, c'est comment va ton âme? Comment prospère ton âme? Et finalement, comment tu t'en es sorti? Comme tu le disais, hein, pour bien expliquer, voilà, j'ai tout essayé, hein. Que ce soit l'alcool, ça soit l'alcool, les fêtes, que ça soit aujourd'hui, c'est beaucoup la mode, ça s'appelle le snooze, c'est du tabac à chiquer. Ok, c'est nicotine à 100%, on a tout essayé. Et comment je me suis sorti, c'est avec la Bible. C'est la Bible. Il y a un verset qui dit que n'éloigne point ce livre de ta bouche, ne t'en écarte ni à gauche ni à droite, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Et c'est un verset, moi, qui m'a parlé dès le début. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que ma vie était un échec, en fait. Et c'est vraiment Christ vraiment qui m'a porté. Et au moment où je me suis baptisé à 25 ans, j'ai compris mon identité. Dans quel sens? Joël en parlait. À 25 ans, je savais déjà qui j'allais être dans le futur. C'est-à-dire, je savais que j'allais être dans l'accompagnement. Parce que je me disais déjà à l'époque que toutes mes douleurs n'étaient pas en vain. Ça allait être un témoignage, ça allait forcément aider quelqu'un. C'est pour ça que, à la fin de ma carrière, quand je me suis blessé gravement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé en tant que coach mental. Et qu'aujourd'hui, voilà, j'ai cette opportunité justement de témoigner de ma carrière dans des écoles de commerce, dans des écoles de formation, justement pour parler de ma carrière, de mon témoignage, pour m'identifier à chacun exactement, pour comprendre que, voilà, que la vie, c'est pas des échecs, mais c'est des épreuves pour produire de la persévérance, etc., etc., quoi. Et qu'est-ce que la foi chrétienne a apporté à ton âme et à cet équilibre intérieur, même si ça n'a peut-être pas tout solutionné au niveau de ton corps, mais qu'est-ce que tu as vu d'essentiel aussi et de prise de conscience finalement à travers ce temps mis à part? Ben, l'amour. Pour moi, l'amour bannit toute insécurité, l'amour donne la joie, l'amour donne la paix, l'amour console. Donc c'est simplement l'amour de Christ qui m'a relevé.
même quand des personnes ne croyaient plus en toi, quand ta femme te quitte, quand beaucoup de choses se passent dans ta vie. Je pense que la seule personne qui peut venir te relever et qui connaît ton cœur parfaitement, c'est Jésus-Christ, quoi. Donc aujourd'hui, mon âme est vraiment comblée. Tout à l'heure, c'est un verset que je dis souvent à l'école qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'étais quelqu'un qui donnait beaucoup, mais que je ne savais pas recevoir. C'est pour ça qu'il y a eu un temps où j'ai aussi appris à recevoir pour encore mieux donner. Et je pense que ça a été vraiment clé dans ma vie parce que l'orgueil et les hommes, c'est une longue histoire. Mais je pense que ma carrière, comme je dis, je le répéterai toujours, je me réjouis de mes souffrances. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que on sait que ces moments de blessure, c'est des moments qui sont très compliqués à vivre, surtout quand tu es un sport collectif, tu pratiques un sport collectif, c'est-à-dire que tu es vraiment en marge du groupe, tu t'entraînes plus avec, généralement, il n'y a pas grand monde qui vient te voir, donc tu es vraiment, vraiment seul et tu comptes plus pour rien. C'est aussi des moments peut-être privilégiés justement pour vivre ta foi parce que tu te retrouves un peu seul face à toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'accompagnement que tu as auprès des sportifs, c'est pas un ressort que tu peux employer aussi, de dire bah profiter de ce temps-là, c'est un temps à part peut-être pour vivre les choses positivement au lieu de le prendre comme un truc qui va être vraiment dur et en marge du groupe? Oui, c'est clair, mais j'ai vraiment cette opportunité, cette grâce justement de parler aussi aux joueurs un peu de ma carrière, de donner des conseils, de faire comprendre que la situation que tu vis est simplement une épreuve pour t'emmener beaucoup plus loin. Et on va dire, j'ai aujourd'hui cette légitimité pour pouvoir Parler des parler aux blessures. joueurs, donc parler des blessures. Donc le message passe passe très très bien. Après, c'est quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas la foi, ben je pense que c'est le moment justement de comprendre que Joël connaît très bien cette phrase, que tu es plus qu'un sportif, qu'il n'y a pas que le football dans la vie. Ok, que c'est bien de sortir de cette bulle de football et regarder s'il y a des formations à faire, s'il y a des choses. Parce qu'une fois que le footballeur arrête sa carrière, 2 plus 2, 12. Donc c'est important, je pense, pour un joueur que même quand il y a des temps de blessure, justement, qu'il puisse continuer à travailler intellectuellement. Ça peut être même faire du piano, faire de la guitare, quoi que ce soit, mais qu'il sache que c'est plus qu'un sportif. Merci infiniment, Amine. Voilà, notre émission touche à sa fin. Ce fut un plaisir de recevoir Amine et son témoignage sur comment il a pu gérer son corps au moment où les blessures étaient là. Et aujourd'hui, on a la joie de le voir plus qu'épanoui. Nous vous retrouvons dans un prochain épisode et nous nous réjouissons de vous revoir très prochainement. Merci et à très bientôt.